Mille merci à Fabrice Adjadj et sans perdre davantage de temps, je voudrais le remercier et me réjouir de l'écouter. C'est en effet un rare délice que je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu, mais vous serez certainement très heureux de l'entendre ce soir et peut-être de lui poser des questions. Fabrice. J'ajoute simplement un mot pour dire la joie de la faculté de théologie d'accueillir Fabrice Adjadj. Vous connaissez ses ouvrages au titre toujours spécifique qui creuse vraiment dans le vécu, réussir sa mort, résurrection de mode d'emploi, qui est une façon de lier finalement l'écriture, les lettres aux écritures, de façon originale, mais sans vouloir être originale, mais de façon incarnée, dans le corps du texte, avec la création, avec le don de création littéraire et poétique et philosophique. Donc, on est particulièrement heureux d'associer la théologie protestante à cette aventure, et nous vous remercions aussi de cette occasion qui nous a donné à nous de profiter de vos charismes, de vos dons et de votre écriture. Et je souhaite à tout le monde une excellente audition, écoute et présence. Et merci beaucoup d'avance. Merci. Merci Michel Bottet de cette invitation. Merci Elisabeth Parenti cela ne se voit pas, enfin qui a improvisé cette introduction, et je dois dire qu'elle l'a fait admirablement. Je suis extrêmement touché. En tout cas, c'est peut-être l'improvisation est la seule manière d'échapper à Wikipédia. Et voilà ce qu'on me répète généralement à ce sujet. Alors, mon sujet, c'est monde virtuel et monde réel, habiter le monde dévasté, comment habiter la Terre dévastée plutôt. Et d'emblée, je voudrais faire une introduction, on pourrait presque dire une introduction épistémologique, en fait, à la fois sur la forme que doit emprunter une réflexion sur la technologie et sur le fond, c'est-à-dire ce que je vais aborder, dans quel sens il faut entendre, notamment le mot dévastation. Disons que mon point de départ est méthodologique. Il y a un double problème dans la critique de la technologie. Car qui voudrait opérer une critique, opérer un discernement, devrait prendre, on pourrait dire, une sorte de recul par rapport à son objet. Et souvent, ce recul aboutit à l'idée absolument absurde, on pourrait dire, en tout cas aveugle, que l'homme est un animal technicien. Voilà ce qu'on oublie généralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu en dehors de la technique pour nous. Et donc la question, c'est d'où parlons-nous ? On ne peut pas parler hors du domaine techno-économique. Nous sommes toujours pris dans une trame techno-économique, qu'on le veuille ou non. Et vous voyez, s'en tenir à une sorte de moralisme, comme il advient souvent, où on prône des valeurs face à la domination technologique, et on arrive à la banalité dans certains discours, le discours sur le bon usage, le discours sur le juste milieu, le discours sur les dangers de l'excès, enfin vous voyez tous ces discours rébarbatifs d'une part, mais en plus ce qui manque, l'essence de l'objet qui est vraiment atteint. Et puis l'autre possibilité, vous voyez, c'est de prétendre à une posture contemplative, philosophique, qui serait détachée de ces conditionnements. Vous savez que Martin Heidegger a eu une des premières piscines chauffées donc de Freiburg, et ça c'est très étonnant quand on y réfléchit. Le penseur de la techné, on pourrait dire une forme
de critique de la Heimatlosigkeit, hein, vous voyez, de la perte de la patrie, et donc d'une certaine forme de réenracinement, peut-être néo-païen, je ne saurais pas trop dire, en tout cas proche de cette réflexion-là. Vous voyez, la piscine chauffée, alors là, quel rapport y a-t-il avec la saison? Quel rapport y a-t-il avec la terre quand on a une piscine chauffée? C'est une question. C'est la même chose, vous savez, pour les poètes qui peuvent chanter le travail paysan, qui peuvent chanter la nature, qui peuvent chanter les femmes comme des déesses, et en attendant, ce sont ces femmes qui doivent s'occuper de leur linge, de leur cuisine, et vous voyez, cet oubli de la condition techno-économique aboutit à ce genre d'aberration. Qui, pendant que je parle, fournit le chauffage, la lumière, une lumière affreuse, je veux dire, ces éclairages au néon, la phare, un beamer qui reste allumé, on n'a pas réussi à l'éteindre. Vous voyez, bon, toutes ces choses-là, mais qui fournit tout ça pendant que je parle? Et même, vous voyez, je pourrais faire toutes les critiques possibles, je suis inséré dans un dispositif techno-économique. Donc, vous voyez, le premier point, c'est que d'où parlons-nous? On ne parle jamais en dehors d'un dispositif techno-économique, et c'est ça, déjà, le premier problème, et dans toute critique que nous pourrions faire de la technologie. Le deuxième point, toujours avec ce problème de la critique de la technologie, et toujours avec cette question de la forme que peut prendre cette critique, c'est que la critique de la technologie se fait souvent, le plus souvent, à partir des critères de la technologie. Il y a plusieurs manières d'entendre le mot technologie, et quand j'emploie le mot technologie, c'est dans un sens fort. Il y a eu une manière ancienne qui était de dire c'est le discours sur la technique, hein, parce que c'est une discipline, la biologie, la technologie, bon, discours sur la vie, discours sur la technique. Il y a une manière qui renvoie simplement, on pourrait dire, à la technique la plus avancée, celle des machines, celle des ordinateurs. Mais pour moi, le mot technologie renvoie à une chose qui est à la fois plus profonde, mais qui est aussi peut-être plus ancienne, à un technologos, c'est-à-dire à une technique qui vient avec son propre logos, qui vient avec sa propre, enfin, qui produit un type de mentalité. Ça, c'est ce que j'aime avec la technologie. Et donc, vous pouvez éteindre vos ordinateurs et être toujours dans la technologie, c'est-à-dire être toujours dans le type de rapport au monde qu'induit sans doute la pratique des ordinateurs, mais même peut-être qu'en n'ayant jamais fréquenté les ordinateurs, qu'induit une société profondément marquée par la technologie. Ce que certains ont appelé un paradigme technocratique. Par exemple, une chose qui est classique pour nous, c'est de regarder une vidéo YouTube qui dénonce YouTube. Ça, vous pouvez aussi faire de l'évangélisation, parler de la Torah sur TikTok, comme rapport, peut-être accès à quelque chose, mais vous comprenez qu'il y a ici un problème. Ou encore, j'en ai souvent parlé, le vocabulaire qui ne demande pas d'advenir lorsqu'on résiste au monde virtuel, c'est de dire il faut se reconnecter au réel. Alors là, vous voyez, parler du rapport, se reconnecter à la nature, parler du rapport à la nature au réel en termes de connexion, c'est-à-dire, je sais pas, vous vous mettez devant un arbre et vous attendez que la nature vous apparaisse finalement comme votre fond d'écran, vous voyez qu'il y a quand même un problème. C'est pas un rapport de connexion qui est dangereux. Quelle est la modalité du rapport? Et le paysan, il n'est pas dans un rapport de connexion à la nature. J'avais dit, je vais me reconnecter à la nature. C'est un rapport laborieux, c'est un rapport difficile, lié à des savoir-faire ancestraux, lié à une attente. Et, donc, nous critiquons en étant embarqués déjà dans la technologie. Et même, toute la réduction des plus hautes choses, hein, de la spiritualité par exemple, enfin moi j'aime pas trop ce mot, mais à des logiques de bien-être, les recettes de bien-être. Vous voyez, on ne propose plus le mystère de la croix, mais un procédé, vous voyez, de bien-être, ce qui est à peu près l'inverse. Hein. Et donc,
cela même, vous le retrouverez partout. Dans le charismatisme où l'Esprit Saint tombe sur vous et comme s'il avait trouvé le bouton de votre âme, vous met dans une sorte d'état second qui résout tous vos problèmes, ou alors dans le traditionnalisme où il suffit de suivre toutes les procédures du missel de 1962 pour aboutir ex opere operato, vous voyez, à la sanctification des âmes. Bon, là encore, on est dans des logiques d'automatisme et vous voyez, c'est deux mouvements qu'on pourrait croire l'un d'ailleurs plus contemporain que l'autre. En fait, même le traditionnalisme peut tomber sous le paradigme technocratique et croire qu'il est un phénomène de tradition alors qu'il est un phénomène postmoderne. Bon. Ou encore la rhétorique classique, il faut mieux contrôler la technologie. Mais et si justement la logique technologique était celle d'un rapport de contrôle au réel? Et ça, c'est typique, par exemple, de ce lieu que j'appelle l'éco-technologie, où il s'agit de sauver la planète. Alors, le mot to save, c'est un mot informatique, hein. C'est conserver, sauver depuis, to save everything click here. Première chose, donc, il faut sauver la planète. La planète, vous savez bien, elle n'existe pas pour un paysan, il y a une terre, enfin, qu'est-ce que c'est que la planète? C'est une vision déjà d'astronaute, et donc une vision déjà à distance sur un écran. Et puis, les problèmes sont liés à des paramètres qu'on mesure, le jour du déplacement, etc. Ce qui fait que le rapport à la nature est un rapport avant tout à un tableau de bord, où tous les voyants doivent être au vert. Ça montre que, alors même que l'on cherche à trouver une solution, la logique même de la solution est technologique. La forme de la solution, d'ailleurs, peut-être même que raisonner en termes de solution, plutôt qu'en termes de drame, par exemple, de drame à assumer, eh bien, c'est déjà l'emprise technologique qui se referme sur nous. Et cependant, je ne suis pas en train de dire que, vous voyez, ces paramètres sont à rejeter, etc. Il faut les considérer, mais ça ne nous fait pas sortir de cette emprise. Alors voilà le problème du discours critique sur la technologie, et vous allez voir que je vais remonter très en amont pour essayer de penser cette question du virtuel. J'en arrive donc à mon sujet plus précisément. Et dans le sujet, dans le sous-titre, il y a cette question de la Terre dévastée. Et bien sûr, je voudrais vous penser tout de suite à la dévastation qu'on peut appeler extérieure. Dévastation extérieure qui est le fait que par l'Internet, par les connexions, il n'y a plus ni proche ni lointain, il n'y a plus de rapport véritable à l'espace. Et si quelqu'un, par exemple, cette conférence est en live Facebook, voilà, est-ce que vous y êtes, est-ce que vous n'y êtes pas, est-ce que on peut plus, il y a une sorte de suspension du statut ontologique de la chose. Est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'elle est absente? Elle est ni présente ni absente. Elle est ni proche ni lointaine. Ce qu'Heidegger appelait le sans distance. Hein, voilà. Et c'était pour lui d'abord ça, cette question de la dévastation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vécu du lieu. Vous n'êtes nulle part chez vous, parce que chez vous, de toute façon, entre l'information mondiale, si vous voulez, et donc il n'y a plus non plus d'ailleurs, si vous voulez, parce que l'ailleurs, c'est justement par distinction, par contraposition avec un chez-soi. Bon. Donc ça, c'est un type de dévastation déjà dans l'expérience de l'espace. Mais bien sûr, comme vous le savez, par ailleurs, le dispositif d'Internet a cette logique qui est très intéressante, qui est le propre de l'écran. C'est l'écran se présente comme une fenêtre et vise à la transparence. C'est-à-dire, a priori, je pourrais tout voir par cette fenêtre-là. Le monde entier est à disposition. Et en quelques clics, j'arrive n'importe où, d'une certaine façon. Et en même temps, cet écran, par définition, Windows, donc toutes les fenêtres possibles,
est aussi ce qui fait écran et constitue une opacité radicale. Et c'est intéressant, hein. De toute façon, tout désir de transparence totale se retourne en opacité. Parce que on oublie les médiations. On oublie tout ce qu'il faut de labeur pour un dévoilement. On oublie que les choses cachées restent cachées. Et que, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? On prétend tout vous montrer, mais par exemple, vous ne savez plus en quoi consiste le hardware de ce que vous voyez. Le hard de l'Internet. C'est quoi le hard? C'est que l'Internet désormais produit plus de CO2 que tout le trafic aérien. Ce sont des câbles sous la mer, c'est 16% de l'électricité mondiale. C'est en fait quelque chose qui, dans sa matérialité même, opère une forme de dévastation. Et ça, c'est une chose qu'on prétend ne pas voir. D'ailleurs, c'est très intéressant, les gens qui disent on ne peut plus utiliser le papier, on va envoyer les choses uniquement en PDF ou en... Mais l'idée, c'est que tout s'est dématérialisé, alors qu'en réalité, il y a une matérialité cachée. Et c'est le principe de ces appareils. C'est-à-dire qu'elles nous livrent des choses à portée de main et elles nous cachent tout le système d'exploitation, comme ça s'appelle d'ailleurs, qu'il y a derrière. Vous voyez? Donc en gros, c'est le même système que la croisière. Vous voyez, vous êtes sur le pont, profitez du soleil, les conversations, vous faites un bridge avec les autres passagers, mais pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent dans les salles des machines et vous en préoccupez absolument pas, vous ne devez pas vous en préoccuper. Si, éventuellement, vous lisez dans le journal sur le pont en 11 ans des choses sur la condition du travailleur. Vous pouvez lire Marx sur le pont, par exemple. Mais vous comprenez, c'est exactement ce qui se passe. Vous regardez sur Internet, les critiques d'Internet, c'est en permanence cela que nous vivons. Et donc vous voyez bien aussi que le monde dévasté, c'est aussi ça, c'est-à-dire que tous les projets transhumanistes sont en fait du même type que l'écran, c'est-à-dire ce sont des écrans de fumée. Ce sont des écrans de fumée. D'ailleurs, parfois, c'est dit explicitement, un certain Rees, qui est le président de l'Académie royale des sciences d'Angleterre, a dit, de toute façon, en gros, il n'a pas dit comme ça, mais enfin, il a fait l'éloge de l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence qui est liée au cerveau humide est vouée d'une certaine façon à disparaître. Donc, oui, donc en fait, c'est foutu. Et alors on fuit en avant en croyant à la réalisation des métavers, de toutes ces choses-là, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de se cacher que ce métavers lui-même continue à détruire les réalités, les ressources naturelles et les ressources ordinaires de l'humanité. Donc, en même temps, on scie la branche sur laquelle on est assis, sur laquelle on a un écran qui nous divertit, qui nous avertit, mais qui nous avertit toujours en nous divertissant. Donc c'est ça le paradoxe de cette dévastation. Mais par-delà cette fuite en avant de la dévastation extérieure, je voudrais vous parler d'une dévastation aussi intérieure. Et je peux vous en parler d'autant bien que j'ai eu une conversation pas plus tard que samedi dernier à Nice, où il y avait quelque chose qui était organisé par la librairie indépendante de Nice, et je faisais une conférence dans une librairie sur ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, parce que j'ai écrit une saga qui s'intitule L'Attrape-Malheur, en 3 volumes, que certains de vous ont lu ici. Voilà, qui sont même pas là, tellement bien même le livre. Voilà, dans le style du Seigneur des Anneaux. Et donc, quel est le sens de ce type de littérature? Le sous-titre, c'est Évasion ou Espérance. Donc, j'avais des gens qui venaient. Alors, une jeune fille qui est en classe de terminale, de lycée, est venue avec son père, entraînée par son père. Et je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Fleur. Et je lui ai posé la question à cette Fleur, est-ce que tu lis? Elle m'a dit non. Alors moi, vieux jeu, je lui réponds, tu regardes des séries sur Netflix? Elle me répond,
non, c'est trop long, ça m'ennuie. Alors je dis, tu fais quoi? Elle me répond, je regarde mon téléphone. Et qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu préfères? Elle me dit, rien. Ce qui passe. Ce qui tombe sur mon fil. Donc, je comprends qu'elle regarde des choses sur TikTok. Alors je lui dis, mais donc tu regardes ce qui a été choisi par une intelligence artificielle en fonction de tes choix précédents. Elle me dit, oui, et en même temps, je sens bien qu'elle essaye d'éviter cette conversation. Je vis même l'impossibilité, malgré mes efforts socratiques, vous voyez, de nouer une vraie conversation. Alors, je lui pose la question, combien de temps dure une vidéo TikTok en moyenne? Elle me répond, je ne sais pas, entre 3 et 30 secondes. Alors, j'ai regardé sur le site Vidéotelling, qui recommande pour tous les TikTokers l'idéal de 7 à 15 secondes. Donc elle était vraiment dans la moyenne. Divisé par 2 ou multiplié par 2. Alors je lui dis, mais est-ce que tu as entendu parler de la dopamine? Là, c'est une sorte de petite rupture. Pour susciter, un peu comme on change de vidéo après 3 secondes. Alors elle me dit, ouais, vaguement, c'est le truc de la récompense du cerveau. Je me dis, oui, effectivement, il y a dû voir un truc TikTok de 3 secondes au moins là-dessus. Je dis, tu sais que l'algorithme de TikTok travaille avec cette drogue intérieure que tu sécrètes toi-même. Et alors là, pas de réponse. Et je dis aussi que tu sais que le tempo 3-15 secondes maximum finit par détruire ta capacité d'attention. Et alors là, déjà, détourner la tête, regarder vers son téléphone, avec le pouce qui avait la démangeaison de scroller. Donc vous voyez, c'est cette dévastation qui est la plus redoutable. Dévastation de l'attention, dévastation même, j'y reviendrai, qui interdit la recherche même d'une signification ou d'un sens, qui se place en amont de tout cela, qui vient nous satisfaire à partir de phénomènes que les cognitions connaissent, des besoins rudimentaires en fait du cerveau, et qui crée une sorte d'hypnose. Alors bien sûr, quand on sort de cette hypnose, on découvre le désastre de son existence. Mais quand on découvre le désastre de son existence, on se jette à nouveau beaucoup plus fortement dans cette hypnose. Alors vous voyez, ce dont je vous parle, c'est bien sûr non seulement de l'addiction, mais du suicide des jeunes. Et la dévastation intérieure, elle est là. Non seulement dans le fait que les Européens ne font plus d'enfants, à part moi, même si j'avais accueilli mon 10e enfant là, c'est janvier dernier, à part quelques-uns, c'est ce que je veux dire, mais si vous voyez, bon, on est en pleine implosion démographique, mais en plus quand ils en font, les enfants se suicident, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc effectivement, ça ne donne pas très envie non plus, là, je le reconnais. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut parler de cette chose-là, et bien sûr, c'est pas sans lien avec les mondes virtuels, et on est dans une sorte de boucle ici où, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on veut un homme augmenté? C'est parce qu'on est d'abord un homme diminué. Nous avons été diminués, nous avons été privés de communauté, nous avons été privés de savoir-faire, donc nous dépendons de plus en plus d'un dispositif, et donc nous voulons être directement implantés cérébralement, etc., dans ce dispositif. Et donc vous voyez comment la dévastation intérieure nourrit le dispositif de dévastation extérieure, et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Mais la question n'est pas simple, parce que qu'est-ce qu'on va proposer d'autre? L'Europe est en plein déclassement économique, donc même, vous voyez, l'élan libéral s'effondre, c'est la fin des utopies politiques. Je veux dire, je regrette pour mes enfants le temps du communisme. Au moins, il y avait un truc, donc on va s'enrôler, vous
voyez, on n'était pas tout de suite livré à la vanité de l'existence. On pouvait avoir peut-être quelques illusions intermédiaires, qui ne tombent pas tout de suite, vous voyez. On pourrait dire des espoirs mondains intermédiaires avant d'aller dans la nudité de l'espérance théologale, qui est une nuit. Jean de la Croix parle de la nuit de l'espérance, hein, mesure qu'on entre dans l'espérance, on désespère de plus en plus, et du monde, et de nos propres moyens. Vous voyez, non, quand on est jeune, il faut quelque chose qui ait du souffle. On ne peut pas tout de suite parler de la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe? Et je dois dire que la pandémie a créé quelque chose, bien sûr. On a vu, les chiffres sont sortis, hein, d'augmentation de 80-90% entre des augmentations extraordinaires, hein, entre 2004 donc, et maintenant. On est passé de la dépression chez les jeunes de 4% à 25%. Ce qu'on dit, maintenant, c'est peut-être aussi à cause de la multiplication des psychologues. Hein. Mais je sais pas, mais il faut faire attention dans ces chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi une hyperpsychologisation de tous les problèmes. Mais il y a quand même aussi une réalité, et que moi j'ai expérimenté avec les jeunes de l'Institut Philanthropos. C'est-à-dire qu'en quelques années, il y a eu une érosion de la santé psychique de mes étudiants. Et à chaque fois maintenant, on a des étudiants qui ont de plus en plus de mal, qui viennent avec des problèmes, qui ont besoin de plus de suivi et d'attention, y compris sur le plan psychologique. Bon, donc ça c'est une réalité. Et la pandémie, je dis pas le confinement, parce que le confinement a été vécu de manière très diverse selon les personnes. Et souvent, on se focalise là-dessus. Mais la réalité, c'est que la pandémie a suscité une défiance aussi bien à l'égard de la science qu'à l'égard de la nature. La science, parce qu'elle s'est montrée complètement contradictoire et impuissante, et la nature, parce qu'on se souvient qu'elle est pourvoyeuse d'épidémies et qu'elle n'est pas juste le lieu de la merveille, où retourner à la nature, c'est se porter bien. Et donc, vous voyez, cette double défiance fait que même ce qui restait encore, je dirais même, le combat écologique, eh bien, je pense que la fine pointe de la jeunesse aujourd'hui n'y croit plus. Donc, vous voyez, ni transhumanisme, ni animalisme, évidence d'une extinction, en tout cas. Et alors, pourquoi ne pas tirer son épingle du jeu, fuir dans les mondes virtuels, puisque tout est foutu. C'est d'ailleurs ça ce qui se passe dans le wokisme. Hein. Ne commettez pas l'erreur de ces gens de droite réactionnaires qui croient que le wokisme est l'extrémité de la pensée de gauche. Vous voyez, un nouveau développement libertaire, etc. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on ne croit plus en rien. On a l'impression que l'évolution nous a trompés. Donc pourquoi est-ce que je suis dans ce corps? La biologie nous a trompés, puisque ça va me dire à rien. Donc, que je sois homme, femme, etc. Chacun tire son épingle du jeu. Et même quand on revient en arrière et qu'on regarde l'histoire de l'Occident, cet Occident qui promettait la réussite, qui promettait... Oui, tant qu'elle promettait cela, on savait bien que tous ces progrès retombaient sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, on fermait les yeux sur l'esclavage, puisqu'au bout du compte, c'était au bénéfice de tous. Et on allait de l'avant. Mais si on a l'impression que c'est le mur, alors on regarde en arrière et on se dit pourquoi. Vous voyez? Et on arrive à ces choses où le podium, la hiérarchisation n'est plus la hiérarchisation des grands hommes, des héros, des conquérants, qui supposait encore un élan historique, vous voyez, mais ça devient la concurrence des victimes. Qui c'est qui a le plus souffert, qui c'est qui peut revendiquer davantage le monde son statut de victime, qui a été, puisque après toute l'histoire n'est qu'une histoire de victime. Et vous comprenez que le wokisme est lié à cet état des états de déréliction, et qu'on ne peut pas s'en sortir simplement en disant on va retrouver le roman national, il faut réhabiliter l'homme blanc, etc. Enfin, tout ça, c'est... Bien sûr qu'il y a des délires dans le wokisme, il y a une grande déraison du wokisme, mais
elle a des raisons profondes et bien plus profondes que la plupart des gens qui la critiquent. Alors, j'en arrive maintenant à la reprise, après avoir cette sorte de situation du problème, aussi bien dans la méthode que sur le fond du problème. Et j'en arrive à mon sujet sur les mondes virtuels et mondes réels. Et vous allez voir que comme je vous l'avais promis, il faut revenir un petit peu en amont. Donc, les mondes virtuels datent de la plus haute antiquité. Et même, je dirais, du paléolithique. Déjà, dans la grotte de Lascaux, donc vous voyez, il y a 19 000 ans, à peu près, au moment du Magdalénien, ou encore, même, on pourrait dire, la grotte de Chauvet, qui, elle, est à 34 000, 37 000 ans. Bon, c'est assez étonnant, pour ceux qui voudraient faire l'histoire de l'art, qui pensent qu'il n'y a que du progrès. Chauvet, qui est le double de Lascaux, ben c'est mieux. J'ai l'impression qu'ils étaient plus doués, les gars. Enfin bon, ça c'est très très étonnant. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu la grotte de Chauvet, comment c'est fait? Avec on pense que c'était déjà du cinéma. Il y a une dimension cinématographique. Et du cinématographe en relief. Donc on utilise, vous voyez, les reliefs de la pierre pour faire les gueules des animaux. On décompose souvent leurs mouvements, de telle sorte que quand vous passiez à la torche à l'intérieur de ces grottes, parce que les hommes de la préhistoire étaient des artistes contemporains, comme vous savez. Ils organisaient des expositions au fond de grottes dans le noir. C'est déjà génial comme concept. Voyez. Et puis, donc vous veniez avec votre lumière, et tout d'un coup, vous éclairiez telle ou telle chose, et à partir de ce phénomène-là, vous avez un effet cinématographique. Donc, voilà, monde virtuel, déjà. Et on sait très bien que ce monde virtuel est un monde rituel qui impliquait, qui régulait, qui organisait le rapport au monde extérieur, à la réalité, de la chasse, du rapport aux bêtes, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est là que se trouve notre différence avec les autres animaux. L'homme, la femme aussi, n'est pas tout à fait du monde. Les autres animaux sont insérés dans un environnement. Ils sont part d'un écosystème, pourrait-on dire, même si j'aime pas trop ce vocabulaire. L'homme, lui, se détache toujours d'un simple environnement. Il n'est pas dans un monde, un milieu, donc un écosystème, il est face au monde, toujours. Et vous voyez, se trouver face au monde suppose quand même de n'être pas tout à fait du monde. Et ça, je ne vais pas vous faire au nom d'un quelconque spiritualisme, je pourrais vous faire au nom de Jean-Paul Sartre, vous voyez, la capacité de néantisation de l'homme, et grand texte de Sartre, l'imaginaire, qui montre que par son imagination, par la constitution d'un monde virtuel intérieur, l'homme se désemblue, prend de la distance et permet de penser le monde, ce qui permet de penser le monde, d'être vis-à-vis du monde, d'être responsable pour le monde, etc. Ou alors, Marx, dans l'idéologie allemande, Marx dit la chose suivante: le premier acte historique des individus humains, par lequel ils se distinguent des animaux, c'est curieux de voir Marx opposer l'homme et les animaux dans ce texte-là. Moi j'ai dit les autres animaux, on a sauté ça, parce que je reconnais que l'homme est un animal. Mais je suis plus matérialiste que Marx. Le premier acte historique des individus humains, par lequel ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Vous voyez, ça c'est une phrase, bon, assez paradoxale, sauf si on entend bien la notion d'acte historique. Mais il dit que les hommes n'ont pas un environnement naturellement donné, une fois pour toutes, ils fabriquent leur propre environnement. Et c'est cette transformation de l'environnement qui constitue le caractère non seulement culturel, mais historique de l'homme, de l'humain, et donc aussi,
par ces environnements qui sont toujours historiques et artificiels chez l'homme, en tout cas culturels, la possibilité d'oublier le soubassement, pour dire naturel, d'épuiser par exemple les ressources, et donc de détruire. Toujours la possibilité de destruction, bien sûr. Mais vous voyez, ce qui constitue malgré tout l'écart avec l'environnement initial, ce qui fonde en fait le projet et l'acte historique, c'est toujours l'existence d'un monde virtuel. Et ici, il faut prendre le monde virtuel au sens fort, c'est-à-dire un monde intérieur, un monde idéal, spirituel, qui a une puissance virtuelle, ça se sent, qui a une vertu. Donc, quelque chose qui a une dimension à la fois fictive et factive, qui relève de l'imaginaire et qui en même temps nous pousse à transformer le monde en fonction de cet imaginaire. Donc vous comprenez que notre rapport, il n'y a de monde réel, d'ailleurs on ne parle de réel que par rapport au mental, je vous rappelle, res, mens, donc ça suppose que même le rapport au réel passe toujours, n'est jamais immédiat chez nous, et passe toujours par un monde virtuel. Et que habiter le monde pour l'homme, à la différence des autres animaux, a toujours obéi à une loi du détour, ou une loi du retour. Voilà. Il y a une loi du détour qui peut être conçue soit comme un retour, soit comme un envoi. Donc non seulement ce détour qui est celui d'une transformation matérielle, mais cette transformation matérielle se fait à partir d'un certain imaginaire, et cet imaginaire parle d'un monde virtuel, il peut avoir la forme soit d'une odyssée, soit d'une mission. Là, c'est deux figures, vous pensez tout de suite à Ithaque et à la Terre promise, donc Ulysse qui fait retour après la guerre de Troie, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage, mais on découvre l'importance du ruisseau, du liret, de vivre entre ses parents, de retrouver sa terre, qu'à partir de ce détour, parce qu'on a été exilé à Rome, et comme Joachim du Bellay. Chesterton raconte cette histoire de l'orthodoxie, qui va reprendre d'ailleurs dans Man Alive. Dans l'orthodoxie, vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui cherche vraiment le pays où résider enfin. Il y a une sorte de pays idéal. Donc il quitte chez lui, il va prendre le bateau, il va faire un périple tout autour du monde, et puis un jour, à travers des brumes, il voit un rivage, il se dit, mais c'est là. Et tout d'un coup, ça parle à son cœur, il est persuadé que c'est là qu'il doit établir sa résidence, dans ce pays qui vient de se découvrir à lui. Et là, il vient voir qu'il a fait le tour du monde, qu'il est revenu chez lui. Bon, ça c'est typique, hein. Ça c'est la figure de l'Odyssée, mais la figure d'Ulysse est une des figures de la loi du détour. L'autre figure, bien sûr, plus biblique, c'est celle d'Abraham. Il n'y a pas de retour. Il s'agit d'aller et de quitter d'abord, et d'aller vers la terre que je te montrerai, c'est-à-dire avec en plus que je te ferai voir, avec cette sorte d'avenir, hein, de pèlerinage, en tout cas de mission en avant. Et soit dit entre nous, on pourrait dire entre Ulysse et Abraham, même s'il vient historiquement après Abraham, dans l'invention du personnage, il y a Énée qui quitte définitivement Troie, qui établit une colonie en Italie. Et il y a vraiment le moment romain est décisif pour l'articulation entre Athènes et Jérusalem. Donc vous voyez que la manière d'habiter pour nous le monde passe toujours par ce détour. Par ce détour qui est de l'imaginaire, du mythe, de la légende. Si vous pensez par exemple aux songlines des aborigènes d'Australie, si vous n'avez jamais lu ce livre merveilleux de Bruce Chatwin, un véritable écrivain voyageur, parce qu'il y a beaucoup de faux écrivains voyageurs aujourd'hui, de fils à papa qui fuient la condition conjugale.
je nommerai personne. Mais enfin, ce grand écrivain qui était Bruce Chatwin. Et Bruce Chatwin a écrit un livre en français, ça s'appelle Songlines, ça s'appelle en français le chant des pistes, où il s'intéresse justement à ces chants des aborigènes d'Australie qui correspondent à leur cadastre. Et vous n'héritez pas, vous n'avez pas des titres de propriété avec, vous voyez, des choses déposées à la mairie, voilà. Mais vous héritez d'un chant. Et ce chant décrit un espace autour de vous, tel qu'il se manifeste à vous au rythme de la marche. Et à chaque fois, vous avez tel arbre, telle montagne, telle chose, et vous avez un récit mythique qui raconte comment cette montagne est apparue, pourquoi cet arbre, pourquoi cette liée. Et donc, la manière d'habiter le monde se fait par le chant, à travers le chant, et à travers un chant qui charge ce monde en signification, dans un charge de symbole, mais qui charge de sens, bien sûr, et qui rappelle à l'homme, voilà, les gestes qu'il doit accomplir pour être un homme ajusté ou juste. C'est la question de la justice, c'est peut-être plus biblique, mais en tout cas un homme ajusté. C'est la même chose, vous savez, dans la Torah, c'est pas les songlines des aborigènes, mais c'est la sainteté des fils d'Israël. Comment est-ce que vous habitez la terre promise? Vous n'habitez que dans la justice. Si vous oubliez la justice, vous pouvez dire, cette terre est à moi, parce que j'y suis né par enracinement, il est grec. Cette terre est à moi parce que je la cultive, il est romaine, la culture. Mais il est juif par excellence, c'est qu'on habite une terre que dans la justice. Donc, je dois avoir très bien cultivé, être né là. Si je ne partage pas les richesses, si je ne vis pas ma réussite, je suis déporté. Je serai pris, une nation stupide viendra. Si j'engraisse, rendez compte, avant même qu'il rentre sur la terre promise, le cantique de Moïse, à la fin du Deutéronome, pas le cantique qu'on chante, on a été le chevalier, le cavalier, l'Égyptien, ça c'est des cantiques chouettes de la libération. Mais on aime bien la libération, on aime beaucoup moins la liberté, c'est-à-dire la responsabilité. Alors la responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais avec ta liberté? Est-ce que tu vas devenir un nouveau pharaon? Et là, vous voyez, avant d'entrer dans la terre promise, il y a cette annonce, ce cantique, que Dieu demande. C'est pas c'est pas un chant qui vient spontanément, vous voyez, la demande comme un cantique témoin. C'est quoi le cantique témoin? Le cantique, vous allez rentrer. Et vous allez être tellement content, vous voyez, vous allez prospérer, vous allez engraisser, vous allez m'oublier, vous allez tomber dans l'injustice. Et là, une nation stupide viendra vous chercher, vous serez déporté. Avant même, toute l'histoire, bien sûr, de la royauté d'Israël, du schisme, de Salomon, qui a l'air d'être le grand sage, et qui apparaît ensuite comme le nouveau chef de cordée, le nouveau pharaon, toute cette histoire est annoncée à l'avance. Donc, vous voyez, je ne peux habiter le monde qu'à partir aussi de la révélation de la sainteté. Et je ne peux pas l'habiter comme ça immédiatement. Vous voyez, je m'en parallèle, les songlines des aborigènes et les psaumes de David, mais en tout cas, c'est la même structure. Mon but, c'est pas de faire la catéchèse ici, c'est vraiment de montrer des structures anthropologiques fondamentales. Et sans cela, donc, vous voyez, c'est soit l'apesanteur, sans ces chants, ou sans cette mémoire de la liberté, de la loi, c'est l'apesanteur de la déportation. Donc, vous comprenez que la fascination pour les métavers s'appuie sur cette vérité anthropologique. C'est cette loi du détour qui fait qu'on peut se perdre dans ce qu'on appelle strictement aujourd'hui le virtuel. Parce qu'elle est normale. C'est cette loi du détour qui fait qu'on peut se perdre en chemin. Et donc, je tiens à le préciser, la possibilité de se perdre en chemin est intrinsèque à la condition humaine. C'est ça aussi qui fait la distinction avec les autres animaux. Et même, d'après la Bible, nous commençons toujours par nous trouver perdus. J'aime bien cette expression, par nous trouver perdus. Je crois que les petits enfants sont tout de suite perdus, mais dès qu'on commence à se trouver, on découvre qu'on est perdu, vous voyez.
Donc, à partir de cette base, je suis revenu vraiment en amont sur des réalités anthropologiques. On ne peut opposer à l'existence des mondes virtuels un rapport immédiat au réel. Déconnecte-toi de trucs, connecte-toi à la nature, déconnecte-toi, enfin, ça n'a aucun sens. Vous voyez, j'avais un ami qui disait ne vois plus de films au cinéma parce que ça te détourne de la réalité, ça n'est qu'un divertissement, mais voilà, occupe-toi des tiens, etc. Je dis mais oui, mais moi je m'occupe des miens, si je vois un bon film, ça peut aussi m'apprendre à m'occuper des miens. Enfin, je veux dire, on passe toujours par des fictions, il y a des grands textes, des grands romans, des grands exemples, mais comment se joue notre relation réelle? Toujours par ces détours. La fiction habite l'homme. Et c'est toujours par ce détour. Donc, vous voyez, l'affirmation d'un rapport immédiat au réel est absurde, ou bien correspondrait à une régression animale, une régression bestiale. Et je voudrais être dans le monde, comme les bêtes sont dans le monde, c'est-à-dire dans un environnement avec des sortes de mécanismes qui se passent. Donc, vous voyez, la question n'est pas la question de l'immédiateté. Il y a toujours un détour. Et il y a toujours un détour, on pourrait dire, par de l'imaginaire, par le monde virtuel. La vraie question, c'est le bon ou le mauvais détour. Et aussi ne pas se perdre en chemin, comme je disais. Mais aussi, avant même cette question, il y a la certitude, et ça je saurais trop insister là-dessus, que, si on va tomber dans le paradigme technocratique, la certitude que rien n'est automatique. L'idée d'un bon détour automatique est une idée inhumaine. Il suffit de faire passer. Donc ce dont je vais pouvoir parler, c'est déjà pas sans risque. Mais tout détour humain est toujours un détour personnel et risqué, et je dirais même passant nécessairement par l'exil et par l'errance, avant tout accès à quelque royaume. Et vous voyez, donc, l'idée de trouver le détour automatique, par exemple, de dire, on va trouver pour nos jeunes un truc, et qui va les arracher à l'addiction du monde virtuel, et à partir de là, tout ira bien, tout ira absolument bien, c'est l'horreur. Parce que c'est quoi? C'est, vous allez arracher les machines pour faire des machines, pour faire des automates, et il faut automatiquement, non, on est responsable. Même au milieu du paradis, avec Dieu comme formateur, vous pouvez commettre le péché originel, vous savez. Personne n'avait, et tout était parfait, dans ce monde, mais... D'ailleurs, soyez innocents, le serpent fait partie de la perfection du jardin. Parce que le serpent permet d'éprouver la responsabilité. Et un jardin où tout est là, et puis tout va... Non, vraiment, on devient, Dieu veut que nous soyons des vis-à-vis, et que nous soyons responsables de la vie avec lui, responsables pour la vie, responsables pour l'avoir avec lui. C'est comme ça que nous avons la dignité de fils de Dieu, vous voyez. C'est ça l'idée. Donc il faut le serpent. Le serpent n'est pas une ombre au tableau, plutôt c'est une ombre qui donne du relief, vous voyez, mais il faut ça. Donc vous voyez, rien n'est automatique. Si vous voulez un jardin sans serpent, vous êtes déjà dans le monde virtuel qui détruit tout. Donc, ma question, ici, se borne, vous voyez, c'est à la question de quel est le bon détour, ou quel monde virtuel opposé au monde virtuel, si je veux dire, monde virtuel numérique. Finalement, c'est, et je vais me restreindre à cela, une question qui concerne ce qu'on appellerait les supports, ou les médiums, les médias, sachant que les supports ne sont pas que des supports. Le medium is the message, comme disait le McLuhan. Alors, bien sûr, il y a pour moi des imaginaires féconds et des projections stériles, mais, vous voyez, mon sujet, ce n'est pas de vous dire la bonne nouvelle, c'est un sujet lié à la technique. Et même à la limite, on pourrait prêcher l'évangile dans un métavers. On peut même demander au chat GPT, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je crois, de fabriquer un deepfake preacher. Deepfake preacher, vous voyez, c'est l'intelligence artificielle
qui, en fonction de vos historiques de navigation, est capable de trouver vraiment la forme du discours qui vous fera passer l'évangile comme une lettre à la poste. Peut-être que c'est l'idéal, d'ailleurs, sur un prédicateur, enfin, je sais pas. Hein. Donc, le deepfake preacher est possible, mais la question c'est qu'est-ce qu'on manque alors? De quoi est-ce qu'on manque? Et donc, ma question c'est pas de savoir l'évangile ou pas l'évangile, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand ces supports deviennent ces supports technologiques, numériques, etc. D'accord? Est-ce que c'est neutre? Je ne le pense pas, bien sûr, vous l'avez compris, mais qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on perd à ce moment-là? Eh bien, c'est clair, ce qu'on perd ici, c'est le livre et la chair. Le métavers est un lieu de désincarnation, mais aussi est un lieu de disparition de cet acte fondamental qu'est la lecture. Je rappelle que le mot lecture, hein, léguérer, est au principe de toute une constellation lexicale, en latin, parce que léguérer, c'est recueillir, mais qui concerne aussi bien l'intelligere, vous voyez, l'intelligence, le relegere, la relecture qui est la religion, le diligere, hein, vous voyez, l'amour, et le contraire du legere, c'est le neglegere, la négligence. Donc on est dans un lieu fondamental ici, hein, ce qu'on appelle la lecture. Donc vous voyez, ce qui est perdu avec ces métavers, c'est la lisibilité du monde et la vie de l'esprit comme incarnation. Et pour continuer encore un peu, donc ma question est la suivante: quelle est la différence entre l'écrit et l'écran? Même si l'écrit contient ses périls, et Platon, dans le Phèdre, a tout de suite vu les dangers de l'écrit. Vous savez que l'écrit, pour Platon, est le premier technologos, et avec cette idée que c'est aussi le simulacre par excellence, si vous voulez, l'intelligence artificielle. Ils utilisent quasiment ces mots-là. Je veux dire, son problème, c'est qu'un écrit, ça parle et personne ne parle. Bon, alors, si vous posez une question, elle répond toujours pareil. Et donc, quand il y a une parole sans sujet de la parole, c'est déjà l'intelligence artificielle. Et alors, il va dire, il va montrer tous les problèmes que ça pose par rapport à la parole vivante. Donc, d'emblée, vous voyez, Platon a vu le péril de l'écrit. Cependant, il y a quelque chose qui se joue avec l'écrit par rapport, c'est pour ça que je dis, rien n'est automatique. Hein. Il y a un péril aussi dans l'écrit. Hein. Mais, qu'est-ce qui est perdu quand on perd l'écrit au profit de l'écran? Alors, vous savez que quand on perd la lecture, finalement, l'acte de lire, c'est un acte très étrange. Parce qu'on part de quelque chose de visuel, de visible, pour aller vers de l'audible. Et de cet audible, on crée aussi des images intérieures, un imaginaire intérieur. Cet imaginaire n'a rien à voir avec des images fixes. Hein. Quand vous vous posez la question, il y a un très beau livre d'un certain Peter Mandelson qui s'appelle What We See When We Read, ce que nous voyons quand nous lisons. C'est un livre formidable parce qu'il se dit, mais quelle est par exemple l'image intérieure que nous avons d'un araignée? Il montre bien que c'est pas du tout une image photographique. Ces images intérieures sont des images dynamiques, narratives, avec quelques traits. Ce sont des images de parole, très, très étonnants, hein, voilà. Et qui ne cessent de se corriger au fil de l'histoire, parce que tout d'un coup, un nouveau détail apparaît, parce que une nouvelle indication nous est donnée. Pas trop, parce que si vous décrivez trop un personnage, on arrive même plus à se représenter intérieurement. Mais c'est des traits comme ça, voilà, à l'intérieur d'une dynamique. Ces images narratives sont des images très étonnantes, et c'est pour ça qu'on peut dire que quand vous êtes face à des images, c'est ce qui se passe avec des écrans, directement confrontés à des images, c'est là qu'il y a le moins d'imaginaire. Et vous avez des images qui sont des doubles de ce que vous voyez dans le monde, alors que quand vous passez par l'écrit, non seulement vous êtes dans une imagination intérieure, mais vous n'êtes pas dans une représentation, dans une reproduction du visible, vous êtes dans un type d'image qui n'a rien à voir avec la simple image visuelle. Ces images de parole, des images
qui a une dimension justement proprement narrative, dynamique. Et donc en retour, ce qui se passe quand vous avez cette pratique de la lecture, de cet imaginaire-là, c'est que vous allez regarder aussi en retour les images du monde dans la possibilité d'une écoute. C'est-à-dire que vous allez chercher une lisibilité dans le monde. Vous allez avoir tendance, vous connaissez le texte de Claudel qui s'intitule sur la partie qui s'appelle l'œil écoute. Hein, mais puisque l'œil écoute quand il lit, eh bien lorsqu'il va regarder, il va aussi se mettre à l'écoute. Et il va avoir tendance à convertir les images en paroles, ou plutôt les visuels et les signaux du monde en signes, dont on va chercher la signification. Et donc la question du sens s'ouvre à partir de là. Sinon, la question du sens pourrait ne jamais s'ouvrir en nous. Le déliré, par ailleurs, la lecture suppose comme je l'ai dit, un recueillement. C'est le contraire de Windows, où vous avez plusieurs fenêtres actives, par définition. C'est fait pour ça. À tel point que même les journaux, aujourd'hui, se constituent comme cela. Vous voyez, vous regardez un journal, le journal télévisé, c'est évident, vous avez 3, 4, 5 informations en même temps. C'est très surprenant, en fait. Mais même un journal écrit, maintenant, vous avez un truc, un titre, un chapeau, un encart, une publicité, une chose. Il faut attention, on a peur de l'ennui. On a tellement cette attention fragmentée, les textes sont de plus en plus courts, et bon. Donc, il est évident, et je vous en ai parlé à propos de ma fleur, qui risque hélas de ne pas porter son fruit, cette attention complètement morcelée. L'incapacité à relier, à relire, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. L'expérience de la lecture, et de la lecture alphabétique, c'est-à-dire vraiment l'expérience non pas de l'hiéroglyphe, mais du signe conventionnel, eh bien, cette expérience-là est une expérience d'attention et de culture de l'attention. Ensuite, le propre du livre, c'est de nous faire entrer dans un ordre, la phrase, d'une manière générale, dans un ordre syntaxique, qui n'a rien à voir avec l'ordre parataxique de l'image. L'image vous fait voir plusieurs choses simultanément, et donc les choses sont posées les unes à côté des autres. Quand vous devez parler de ce que vous avez vu, vous devez mettre les choses en ordre. Qu'est-ce qui va venir? Vous faites entrer de l'espace dans du temps. Et donc vous allez dire, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Déjà. Donc vous allez temporaliser ce qui est spatial. Et le temporalisant, vous allez aussi vous poser la question de la causalité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on voit après? Donc vous voyez, la syntaxe va impliquer une relation d'ordre qui, d'une certaine façon, nous pousse à chercher dans le monde des causalités. Aujourd'hui, vous voyez, dans un monde d'information parataxique, avec des mots-clés, avec des notifications, vous avez des gens qui savent beaucoup de choses de manière très très morcelée, mais quand il s'agit de penser vraiment ces choses, vous voyez, une sorte de vie totale. Il suffit de voir les journaux télévisés, les plateaux de débat, pour voir à quel point nous sommes exposés à ce vide. Enfin, forcément, la lecture nous fait entrer dans, comme je l'ai dit au départ, dans le narratif, dans le racontable. Et vous voyez, quand vous lisez des livres, non seulement vous vous dites, mais notre vie est décousue. Notre vie est toujours décousue. Mais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui fait le fil rouge de votre vie. Quel est le commencement, la fin, le milieu, quels sont les événements décisifs. La pratique de la narration, et le fait que, par exemple, aussi bien le peuple ancien dans les mythes, mais aussi que le juif ou le chrétien ne peut se connaître que dans le miroir d'un récit. Mais le récit nous pousse à faire en sorte que notre vie devienne une histoire. C'est pas donné tout de suite, que ce soit une histoire. Vous pouvez devenir un bon JD.
Vous savez, je ne dis pas un primate, parce que l'homme est inclus dans le primate. Le congité, c'est la partie non humaine des primates. Le congité n'a pas le souci que sa vie devienne une histoire, peut-être une histoire d'un orang-outan, c'est pas, mais c'est aussi parce qu'il lit très peu de romans, l'orang-outan, vous voyez, bon. Il n'a pas de récit dans lequel il va se retrouver ou se rencontrer. Il n'y a pas de miroir du récit. Vous voyez, ce miroir du récit fait que tout d'un coup, quand j'agis, je me dis, mais est-ce que ce que je fais est racontable? Vous savez qu'une de mes thèses fondamentales, c'est que le fond de la moralité humaine vient de cette question, est-ce que ce que je fais, je peux le raconter et même le chanter à autrui? Vous voyez, quand on dit, est-ce qu'une action est louable? En fait, oui, c'est ça, c'est la ramener à un discours qui est une célébration. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que vous pouvez dire, voilà ce que j'ai fait? Voilà. Vous comprenez? Au fond, la moralité dépend de la relecture du passé et de sa restitution dans un récit. Bon, c'est une thèse que j'ai essayé de développer dans mon livre « À moi la gloire ». Mais vous voyez, pourquoi est-ce qu'on attend dans les Yamim Noraïm, les jours terribles entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pourquoi est-ce que les Juifs se disent, vous savez, on dit bonne année, Shabbat Tova, on répond, que tu sois inscrit dans le livre de vie. Vous voyez, cette idée du livre de vie. Ça veut dire que ta vie a été suffisamment bonne, traversé par une rédemption, traversé bien sûr, t'as été pécheur, t'as été repris, mais c'est racontable, vous voyez, comme une bonne histoire. C'est ça qui est derrière. Voilà, donc ce que je vous ai dit là vous montre bien que le problème, c'est pas qu'il y ait des mondes virtuels, mais que ces mondes virtuels soient loin et de la chair et du livre, et que ces mondes ne soient plus ceux, justement, du légéré, mais d'une sorte de fragmentation et de surexcitation, fragmentation d'intention, surexcitation de l'affectivité et entretien, finalement, d'un rapport pulsionnel au monde. J'appuie sur des boutons, j'ai des résultats, je deviens de plus en plus pulsionnel. Et donc, je sors de toute narrativité, y compris dans les lieux comme la pornographie, par exemple. C'est très intéressant, hein. Le fait que la pornographie, autrefois, supposait des récits. C'est une remarque que fait Umberto Eco, où il dit comment est-ce qu'on reconnaît un film pornographique, et c'est le film où il y a le plus de temps mort. Donc c'est étonnant comme parole. Il dit oui, parce que si vous voyez, pour que Roberto puisse violer Roberta et que ça soit vraiment une transgression, il faut d'abord nous montrer l'ordre du monde tel qu'il est, vous voyez, où le viol peut apparaître comme une transgression. Donc il faut que Roberto prenne sa voiture, s'arrête au feu rouge, etc. On voit Roberta dans ses activités de secrétaire, vous voyez, un petit peu pudimonde, et à ce moment-là, quand Roberto arrive auprès de Roberta, là il y a une transgression. Et la transgression présuppose toujours la loi. Mais alors ça veut dire que c'est des films où, comme on veut aller vite, la transgression est obligée de passer par la loi, mais il y a des temps morts. Plus longs que dans les autres films. Et c'est ça la thèse d'Umberto qui est assez drôle. Mais au fond, là où il se trompe, c'est que ça n'existe plus. Ce qu'on appelle le porno gonzo, alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est un porno où vous allez directement sur l'acte, parfois avec des mecs qui se filment eux-mêmes avec des caméras subjectives, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de scénario, il n'y a même plus de décor, vous voyez. Bon, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la disparition de toute narration et la recherche d'un style de pornographie par rapport à une description sommaire de certains types d'actes qu'on cherche, avec certains types de sujets dans l'acte. Il y a beaucoup de linguistes qui ont travaillé sur la manière de répertorier en fait les scènes du X gonzo, vous voyez, sur les sites pour aller vite, parce qu'il faut malgré tout faire une recherche cognitive pour y arriver. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on met le verbe avant le sujet? Est-ce que, vous voyez, c'est très intéressant, les compléments d'objets, etc. C'est des études vraiment passionnantes parce que vous voyez ce qu'il y a derrière dans la destruction linguistique et la perte de toute narrativité. Pour entrer dans un rapport au langage qui, en fait, est un rapport où le langage n'est plus fait de signes, de signifiants, mais est fait
signaux qui doivent aboutir à l'efficacité, à des comportements. Donc, pour conclure, bien sûr, ce que je vous raconte pourrait ressembler un peu à la conclusion de Fahrenheit 451, retrouver les livres, la communauté autour du livre, et je ne vous ai rien dit sur ce dont j'ai souvent parlé par ailleurs, c'est retrouver la chair, c'est-à-dire le sexe d'une part, et la main. Je fais l'éloge du sexe à fond, du baiser à fond. Quand j'explique que quand on baise à fond, c'est quoi? Ben, c'est de devenir grand-père. Vous avez été vraiment au bout de la sexualité. Tant que vous n'êtes pas là, vous savez, il ne s'agit pas simplement d'avoir été vers une femme, d'avoir engendré un enfant, mais que vous ayez donné la capacité de donner à votre enfant, de marier cet enfant et que lui-même, là vous êtes grand-père, et là, vous voyez, vous avez été dans la perfection du sexe. Voilà. Bon, et ça vous fait entrer dans quoi? Dans l'épaisseur du temps. Dans les degrés de votre vie est plus dense. Sinon, vous allez dans le gonzo. Vous pouvez aller dans le gonzo. Il y a le mot zo d'ailleurs dans le gonzo. Rien ne vous empêche. Mais, vous voyez, vous voulez entrer dans l'épaisseur du temps, c'est la sexualité qui va jusqu'à la grand-paternité. Bon. De la même façon, la main dont je parle, c'est la main de l'artisan, la main du paysan, une main charrue, une main à outil, une main à instrument de musique, qui nous fait revenir à une forme de réalisme, vous voyez, dans le rapport au monde. Le réalisme, c'est pas une option idéologique, d'abord, c'est voir la consistance des matériaux, connaître la résistance de la matière, le labeur, et c'est cette patience qui est perdue dans le rapport au monde. Et donc, bien sûr, au-delà du livre, il s'agit de retrouver des pratiques, et des pratiques, ce que Albert Borgman appelle des pratiques focales, c'est-à-dire des pratiques avec des savoir-faire qui constituent tout d'un coup des foyers où les gens viennent autour, ils veulent apprendre, ils veulent voir, ils veulent entendre. Vous voyez, ça fait des communautés incarnées autour. Mais bon, ça j'en ai souvent parlé, d'autres reprises, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se défend contre le formatage technologique que par la formation technique. Et vous voyez, par le fait qu'on retrouve des pratiques avec des choses, qu'on ne soit pas simplement dans la consommation de marchandises, qu'on retrouve des savoir-faire. On ne résiste à la consommation dévastatrice que par des pratiques communautaires. Mais vous voyez, où trouver le souffle pour tout ça? C'est ce dont je n'ai pas parlé. Parce que le désespoir de notre époque est grand. Et les métavers se construisent sur ce désespoir. Je n'ai pas moi-même à le décrypter, cela est dit ouvertement, on va dire presque cyniquement, par les développeurs de ces métavers. J'ai une citation de Mark Andreessen, fondateur de Netscape et membre du conseil d'administration de Meta, ex-Facebook. Voilà ce qu'il écrit. Je vais finir avec cette phrase vraiment stupéfiante. La réalité a eu 5000 ans pour s'améliorer. Et il est clair qu'elle fait cruellement défaut à la plupart des gens. Je sais pas déjà comprendre cette phrase, mais enfin. Je ne pense pas que nous devions attendre 5000 ans de plus pour voir si elle finit par combler son retard. Est-ce la réalité qui est en retard par rapport à certains désirs des gens? Nous devrions construire, et nous le faisons, des mondes en ligne qui rendent la vie, le travail et l'amour merveilleux pour tout le monde. Ce qui est merveilleux, c'est la vie en ligne, le travail en ligne, l'amour en ligne. Vous avez compris, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Cet homme nous présente sous la forme du yes we can, de l'enthousiasme, le désespoir le plus profond. Désespoir historique total. 5000 ans, et nous n'y sommes pas arrivés. À quoi bon? Comprenez? C'est là où nous en sommes. Et c'est pour cela que la question reste de savoir où trouver l'élan au milieu de l'extinction annoncée. Et là, vous voyez, c'est la question de
J'en ai un peu parlé au début, l'espérance et l'espérance théologale. Mais c'est pas le sujet de cette conférence, même si c'est la plus grande urgence. Voilà, merci. Alors, on a prévu un temps de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, enfin, si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez lever la main, projeter votre voix, parler sans micro, ce qui est encore mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Oui. Quel livre lisez-vous actuellement? Très bonne remarque. Alors, je lis tous les jours la Bible, ça c'est sûr, première chose. Hein. Et ma vie, ma pensée demeure de plus en plus dans les Écritures. Mais pour vous dire, donc le roman, alors là je viens d'enseigner sur un, donc je l'ai relu récemment, le syndrome de Thanatos de Walker Percy, donc le grand romancier américain, hélas complètement méconnu en Europe, mais très reconnu aux États-Unis, grand romancier catholique, donc Thanatos Syndrome de Walker Percy. Et en ce moment, je suis en train de lire le premier roman historique français, que j'ai découvert récemment, Walter Scott. Je trouve ça génial, je pense que c'est vraiment... Je savais que dans Les Illusions perdues, l'horizon du héros, c'était d'être aussi célèbre, de faire des romans comme Walter Scott, mais alors je me suis rendu compte qu'on ne lisait plus Walter Scott. Donc j'ai lu Les Puritains d'Écosse, qui est un des romans sur le fondamentalisme religieux le plus extraordinaire de la littérature. Mais je me suis intéressé au roman historique, alors j'ai lu Dumas, etc., mais je lis le roman historique d'Alfred de Vigny. J'ai une passion pour la poésie d'Alfred de Vigny, les destinées, etc. Vous pouvez lire par exemple La colère de Samson, un très grand poème qui va vous éclairer sur la question de la guerre des sexes, voilà, sur le fait qu'à la fin il y aura Sodome d'un côté et Gomorrhe de l'autre, par exemple, il le dit, c'est très très drôle. Mais il a écrit un roman historique qui s'intitule 5 mars, sur la tentative de, je sais pas, coup d'État, enfin de révolte, disons, de 5 mars et de tout un groupe de vieilles aristocraties féodales contre le pouvoir de plus en plus centralisateur sous Louis XIII, organisé par Richelieu. Voilà. C'est un très beau livre. Donc, et puis je lis beaucoup de poésie. Donc, j'ai lu beaucoup de philosophie et de théologie, et je dois avouer que j'en lis beaucoup moins aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je lis principalement la Bible, d'abord la Bible, ensuite des romans, de la poésie. Il y a la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Donc vous êtes plus pour la nourriture pour l'esprit, alors? Non, pas du tout. Non. En ce moment, c'est le carême. Donc la question de la nourriture pour le corps se pose aussi pour moi. Mes amis qui me connaissent savent que j'ai perdu moins 15 kilos là, ces derniers temps. Donc non, en fait, vous me posez des questions sur moi-même. Hein, vous voulez faire des je veux bien. C'est risqué. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut, dans un milieu plutôt évangélique, il faut faire des témoignages, témoignages de vie. Non, parce que, par exemple, j'étais face à une sorte de double impasse. D'une part, je devenais un père de famille bedonnant, et je savais pas quoi faire comme activité physique. Et d'autre part, je voyais mon fils devenant adolescent me parlait de moins en moins, et je me disais quelle activité je vais faire avec lui. Et donc, après 30 ans, pour dire c'est possible, j'ai repris le karaté. Avec beaucoup de sérieux. J'ai eu un cours d'ailleurs à midi, là, encore, vraiment formidable. Oui, que ce soit, je fais de la musique, je fais des instruments de musique, donc je fais la guitare et l'accordéon,
oui, il y a des pratiques du corps, à mon avis, et des pratiques de l'outil et d'instrument qui sont absolument nécessaires. D'ailleurs, parce que je voulais vous dire ça, pas pour faire justement trop de spiritualité, mais je suis au-delà bénédictin, comme Walker Percy d'ailleurs. Et la grande tradition monastique, que ce soit le monachisme du désert ou que ce soit la tradition bénédictine, c'est le fait que le moine travaille de ses mains. Et en fait, ce travail manuel correspond à la plus haute discipline spirituelle. Non seulement parce que ça vient nous donner le sens de l'ordre du monde, une réalité qu'on n'a pas, on peut pas manier dans tous les sens, qui a sa consistance propre, mais en plus parce que ça nous empêche de tomber dans une sorte de spiritualisme, comment dire, ça nous décentre en fait, ça nous décentre. Vous savez, il y a cette phrase de Saint Jérôme qui dit que le démon te trouve toujours occupé. Parce que là où le démon vient nous attaquer le plus facilement, vous pouvez pas voir le démon, hein, enfin, c'est-à-dire que vous êtes sous sa plus grande ruse, comme dit Voltaire, mais c'est la phrase la plus grande ruse du tien, c'est de voir qu'il n'existe pas. Mais surtout, nous avons besoin, oui, le désœuvrement, le retour sur soi, où j'ai pas vu ça, d'ailleurs tout le psychologisme, on vient, vous voyez, qui est toujours comme ça, hyper réflexif, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, les gens ont été méchants avec moi, ce qui crée ce qu'on appelle la snowflake generation, vous savez, la génération flocon de neige, dès qu'on vous touche, là, vous fondez, etc., c'est pas possible, tu as heurté ma sensibilité, etc. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement, et le travail manuel nous descend, nous tourne vers l'œuvre à faire, nous rend d'une certaine façon superficielle par rapport à toute forme de, et voilà, et cette superficialité est bénéfique. Vous savez, pour passer d'une rive à l'autre, il faut rester à la surface de l'eau. Vous oubliez tous les monstres qui sont sous vos jambes. Et ça, c'est fondamental. Et donc, il y a une hygiène spirituelle du travail manuel qui, à mon avis, est très très importante. Et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer, quand j'ai fait des travaux sur l'éducation, je leur disais, vous savez, l'école, pourquoi est-ce qu'il y a des grandes vacances et en été? Pas de raison. Oui, ils vont aller au champ. Ça veut dire que l'école s'est insérée dans un monde agricole. Et qu'il y avait un lien entre le travail de la terre et les humanités. Or, aujourd'hui, c'est fini. Le contexte, c'est le contexte numérique, le contexte digital. C'est-à-dire digital, entendez, vous n'allez rien faire avec vos doigts. Zéro digital. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce contexte-là, vous perdez tout réalisme, et l'école n'est plus capable d'accomplir sa fonction parce qu'elle a oublié qu'elle était dans cet écrin agricole, artisanal. Ça signifie que les écoles aujourd'hui doivent introduire à l'intérieur de leurs murs ce qui se faisait à l'extérieur. Par exemple, à Philanthropos, dans l'Institut Philanthropos, on accueille des jeunes une année pour leur donner une formation en philosophie, en théologie, dans les sciences humaines, avec voilà, aussi une formation à la prière, etc. Mais bon, il y a le théâtre comme pratique obligatoire physique d'incarnation de la parole, mais il y a le travail du jardin et le travail du bois. Ils passent tous par, après tout, le verbe c'est des charpentiers, ça va vouloir nous dire quelque chose, et ils passent tous par ça pour rectifier leur intelligence, pour retrouver le réalisme. Donc, ce qui se faisait ordinairement en dehors de l'école, on doit, en raison de l'environnement numérique, de l'informité de l'information, le monde de l'information qui est informe, retrouver la consistance des choses par le travail de la terre et par le travail des matériaux, donc par l'agriculture et l'artisanat. Et donc, je pense que les futures écoles d'élite, qui seront les personnes les plus avancées intellectuellement, seront des écoles qui feront passer leurs étudiants par le travail manuel.
pour les recentrer, pour les reconcentrer, pour leur permettre de retrouver une réalité ordonnée. Vous savez, Albert Borgman distingue commanding reality, la réalité qui a un ordre en elle-même, et ça, c'est seules les pratiques manuelles nous a fait découvrir comme tel. Et puis, ce que va faire le numérique, ce que va faire le digital, qui est la technologie, ça sera une disposable reality, avec ce double sens, hein, de disposable, c'est-à-dire mise à disposition et en même temps jetable. Elle n'a plus d'ordre en elle-même, j'en fais ce que je veux. Et c'est cette matière informe des data. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un enjeu fondamental mais j'en ai pas trop parlé dans cette conférence, que certains m'ont entendu parler de nombreuses reprises de ça. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était la question du monde virtuel et du monde réel, et le fait que, voilà, le détour toujours par un monde qui est d'abord un monde de la parole et du livre, avant d'être ce monde numérique, et c'est ça le problème. Sans parler du zapping, quand on zappe, on peut facilement commencer à arrêter, à regarder quelque chose sur son petit écran. L'artisan, lui, dans son travail avec ses mains, il ne peut pas, comment dire, pour avoir un bon résultat, tricher. Oui. Alors que dans le numérique, on peut tricher. On peut tricher dans le numérique, bon, encore que... On peut déformer une image. Si on est du côté du hardware, voilà, c'est quand on revient, parce qu'il y a des formes, hein, si vous êtes un électronicien, si vous êtes, il y a une réalité, quand on est face à ça, on revient vers l'artisanat. Oui, mais on ne peut pas tricher, c'est vrai qu'on peut... Le résultat. Oui. Mais j'irais plus loin, je dirais qu'on peut moins tricher dans l'artisanat que dans la vie intellectuelle aussi. C'est fondamental. Les imposteurs dans le monde intellectuel, dans le monde littéraire, on fleuresse, alors que si vous fabriquez une chaise, soit on peut s'asseoir confortablement dessus, mais pas. Il y a des bancales, et si vous fabriquez un couteau, est-ce qu'il coupe ou pas? Mais alors, de la littérature qui fait honte aux lettres, ça, personne ne le voit. Hein. Sans compter les impostures dans l'ordre spirituel, qui sont encore plus fréquentes et plus grandes. Oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme conseil un peu à ces jeunes qui sont nés déjà dans le monde avec ces réalités digitales, afin qu'ils tombent amoureux un peu de l'aventure de ce monde, non? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil aux papas, Alors, d'envoyer leurs enfants à Philanthropos. C'est la première chose. Je vous dis, ça existe, hein, c'est à Fribourg, pensez-y, enfin, c'est vraiment pas très loin. 1h30 d'ici. Mais il faut, bon, j'étais en contact avec un ami, un père, justement, il y a ce matin, qui m'a appelé en me disant, mais voilà, mon gros conflit avec mon fils, je lui ai pris son téléphone, il est devenu fou, il m'a menacé, c'est une semaine que j'ai gardé le téléphone, et voilà, on a atteint un point de non-retour. Et oui, donc il y a cette addiction, et quand on essaye comme ça, de manière frontale, d'arracher les choses, au nom des principes et au nom de tout ce qu'on a vu d'ailleurs, parfois dans des revues de psychologie, parce que faut oublier le recours à la technique encore, la technique thérapeutique, de sortie de l'addiction, enfin c'est terrible, c'est ça. Et je dis, écoute, alors mon fils m'a traité de tous les noms, c'est scandale, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, mais écoute, d'abord, prends-lui son téléphone. Là, t'as quand même une impasse. Même, tu lui dis, ben, voilà, la situation de force, c'est que je ne peux pas rester dans quelque chose de raisonnable, donc je m'incline devant cette chose-là, et je rends ton téléphone, c'est le point de départ, parce que le but, c'est la finalité de la loi, qui est la relation. Puis après, je dis, mais, parce que c'est une famille divorcée, hein, donc, si c'est arrière-plan, faut pas oublier. Et je lui dis, mais, depuis quand tu as pas fait quelque chose avec ton fils? Ah oui, ça fait penser que j'ai pas fini mon histoire de la double impasse. Mais justement, ça va me permettre de faire le lien. Eh bien,
il me dit, ah oui, non, mais là, je suis dans la gestion quotidienne, j'ai trop de travail, j'ai trop de... Donc, oui, les enfants sont des milléniaux, ils sont accrochés aux écrans parce que c'est devenu la babysitter de base, l'écran. Et qu'on est dans un monde d'exploitation du travail qui fait que les parents ne passent plus de temps avec leurs enfants. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et pas qu'est-ce qu'on fait avec eux pour les désintoxiquer, qu'est-ce qu'on fait avec eux, on va faire, je sais pas, le cycle chaud, le machin, pour apprendre la sexualité, attention à la pornographie, attention ceci. Non, qu'est-ce qu'on fait avec eux pour être avec eux? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait, à la maison? Ah, c'est ça la chose de base. Et retrouver donc encore des savoir-faire qui correspondent à des savoir-vivre familiaux. Retrouver le sens de la table, retrouver le sens de qu'est-ce qu'on fait à table, parce qu'on s'est encore chanté ensemble à table avec les chants traditionnels, qu'on a hérité, est-ce qu'on s'est raconté des histoires à table, est-ce qu'on prépare la table, est-ce qu'on prépare le repas ensemble, est-ce que, vous voyez, il y a des choses vraiment rudimentaires qu'on a perdues, c'est pour dire à quel point on est dans une situation de régression dans les savoir-faire terrible. C'est ce que dit, vous savez, Michel Houellebecq, hein. L'homme de Néandertal avec des compétences techniques supérieures à miennes. Voilà, on en est là. Donc nous, on recrée un cadre communautaire, on recrée un cadre où on fait des choses ensemble. Et donc, on se dit, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de le donner, je ne trouvais pas de communication, parfois avec mon enfant devient un adolescent ingrat, et on fait du karaté ensemble. Ensemble. On se tape sur la figure. Et là, tu vois, alors qu'en allant au cours de karaté, il ne parle pas, quand on revient et qu'il va bien taper sur la figure, et moi d'ailleurs sur la sienne, et là, tout d'un coup, libération de la parole. Enfin bon, je suis désolé, hein, je donne des conseils de bon sens, hein, mais en fait, il faut arriver à ces choses-là, parce que c'est des choses simples. Vous savez, on manque pas de moyens. Et on manque pas de morale. Ce dont on manque, c'est de mœurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à vivre les uns avec les autres? Voilà. C'est simple. Oui. Juste une question pour revenir sur la lecture dont vous avez beaucoup parlé. Je voulais savoir si vous faites une différence entre la lecture d'un récit dans le livre, l'objet physique, et la lecture d'un récit à l'écran ou d'un texte scientifique. Oui. Moi, je suis enseignant à l'université. Je suis convaincu que la lecture dans le livre, je privilégie, mais je pense que les étudiants de nos jours ne lisent plus dans le livre physique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne voient même plus des narrations à la télévision. Quand je vous ai parlé de cette jeune fille qui est sur TikTok, qui n'arrive même plus à rentrer dans une série, c'est ça ce que je veux vous montrer. Donc, bien sûr qu'il y a des degrés. Platon critique déjà l'écrit par rapport à la parole vivante du maître. Bon, après on peut s'éloigner de l'écrit, parce que je me rappelle que je ne fais pas l'éloge, je ne suis pas dans la religion du livre, hein. C'est extrêmement dangereux la religion du livre. J'ai la religion de la parole vivante. Mais, malgré tout, vous voyez, il y a le livre, il y a effectivement le cinéma, une série télévisée, donc les récits d'ailleurs assez longs, c'est intéressant. Un aspect qui peut être plus intéressant que le film dans la série. Je sais pas. Le problème, c'est que ça suit des recettes, des formatages, des algorithmes qui disent il faut satisfaire tel type de population, telle autre population. Donc c'est ça le problème. C'est pas le fait qu'on entre dans des longues histoires. Mais donc c'est vrai qu'il y a une narrativité là. Moi qui écris du théâtre, hein, je pratique beaucoup de spectacles vivants. Donc voilà, il y a l'incarnation, la proximité, mais on est dans quelque chose qui se déploie, qui n'est pas le livre. Même si au théâtre, c'est la parole qui suscite l'imaginaire, c'est pas comme au cinéma. La parole est à l'intérieur de l'image dans le cinéma, alors qu'au théâtre, c'est la parole qui produit l'image. Mais pour dire qu'il y a quand même une distinction, et il y a une différence notoire, comme je vous l'ai dit, entre le livre et regarder
une histoire de cinéma. Bien sûr qu'il y a une narrativité, c'est encore quelque chose, mais il y a plus cet exercice de l'imaginaire actif. Et il y a plus cet effort pour se mettre à l'écoute, par exemple, d'être capable de verbaliser son expérience. Vous voyez, parce que vous allez repartir de cette rencontre, comment est-ce que vous allez pouvoir la raconter, la mettre en mots? Moi, je vois qu'il y a une déperdition de la capacité à raconter ce qu'on a vécu. Et donc ça c'est une perte qui est liée. À la limite, on dit, ah bah oui, j'aurais dû la filmer, j'aurais dû enregistrer. Et c'est terrible de dire ça. C'est-à-dire que c'est le signe, vous voyez, d'une carence radicale de la capacité à verbaliser ce qu'on a vécu, et à le raconter à un autre. Donc c'est pour ça que quant à savoir si une lecture scientifique est supérieure à une lecture, ou philosophique, d'ailleurs, conceptuelle, disons, à une narration, à raconter des histoires. Je pense que il faut jamais trop les séparer, ça c'est sûr, mais j'affirmerai, alors là, sans réticence même, la supériorité du récit sur le raisonnement, sur le concept. Il faut absolument le concept pour pas tomber dans la folie, il faut la raison, quoi. Mais malgré tout, vous voyez, pourquoi est-ce que la révélation se fait à travers des histoires d'évangile? C'est pas un code de loi. Et même la loi de Dieu nous est toujours donnée à l'intérieur d'un récit. Parce que quand Dieu dit je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti de l'Égypte, c'est à l'intérieur de ce récit, à l'intérieur d'une histoire que les commandements même sont donnés. Si on sépare les commandements de cette narration, on arrive à quelque chose qui est complètement abstrait et imprenable. La Bible ne cesse d'ailleurs de nous présenter des situations où Dieu édicte une loi et immédiatement elle est transgressée. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Et c'est très intéressant. À la fin du livre des Nombres, je crois, avec les filles de Sélophéate qui arrivent et qui disent t'as édicté une loi sur la transmission de la propriété, de père en fils. Non, les filles de Sélophéate, il n'a pas eu de fils. Est-ce que ça va passer à une autre maisonnée, ce qu'on a? Et Moïse dit, mais c'est attention, c'est la loi de Dieu, faut pas. Et alors, Dieu parle à Moïse et lui dit, non, écoute ces femmes-là. Après, c'est la fine pointe d'un livre de la Torah. Il dit, écoute les femmes, ce qui est déjà un truc étonnant. Mais en fait, non, je pense que j'ai la vie. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, tu as voulu défendre la loi comme ce truc figé, mais non, tu dois aller entendre le récit, l'aventure de l'existence. Comment les choses se sont déployées, se sont déroulées. S'il n'y a pas ça, voilà, tu deviens réaliste, donc tu tues la vie, quoi. Alors, peut-être une dernière question, c'est ça, Isabelle? J'ai noté que vous avez été très taquin vis-à-vis des psychologues dans votre présentation ce soir. Vous êtes psychologue? Non, je ne le suis pas. Vous ne croyez pas du tout. Enfin, on voit qu'il y a énormément de psychologues sur la place. Le métier de coach, j'ai énormément de copains qui sont coach, machin. Vous n'y croyez pas du tout à ces aides? Non, enfin, alors, j'ai pas, d'abord, c'est pas le lieu d'une croyance, c'est le lieu d'une science. Bon, j'espère, en tout cas, j'y crois ou j'y crois pas. C'est que, il y a une dimension de nous-mêmes qui peut ressortir à la psychologie, au travail d'une thérapie psychologique. Je dirais plusieurs choses. D'une part, il y a finalement, comme vous l'avez dit, beaucoup de coachs, et donc, des vrais psychologues, c'est-à-dire qui rentrent vraiment dans la question de la psyché, c'est de plus en plus rare. Même la psychologie aujourd'hui est envahie par le comportementalisme, la perte de la narrativité, la question de quels sont les trucs que tu dois trouver pour t'insérer socialement, vivre à peu près correctement. Parfois, dans certaines urgences, c'est ce qu'il faut faire, mais vous comprenez, et par exemple, la psychanalyse a été complètement reculée, parce qu'il y a des choses débiles dedans, enfin, je reconnais, mais en même temps, la psychanalyse a été vraiment dans la question de la narrativité. Ça, c'est... Et puis l'autre chose qui me gêne dans la psychologie, donc soit c'est une psychologie qui perd la psyché et qui est tournée vers la question de l'efficacité sociale et de la performance, donc elle est technocratique. Ou alors c'est une psychologie qui est tournée vers l'archéologie du sujet, c'est très bien montré Paul Ricoeur, parler
un grand philosophe protestant. L'archéologie du sujet, donc qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a fait du mal, vous voyez, alors qu'en fait, la vie, elle est d'abord téléologique, c'est-à-dire c'est quelle est la finalité, quel est le but, vers quoi le temps. Si je sais vers quoi le temps, toutes les blessures, même si j'ai une blessure ouverte sur le côté et qu'il en coule du sang et même de l'eau, après tout, voilà, je sais vers quoi je tends. Mais je sais qu'il y a la résurrection. Mais si on perd, et souvent ce qui me gêne, c'est le fait de fouiller sans cesse et d'être justement après dans cette sorte de religion victimaire qui est tout à fait celle de notre époque. Donc voilà, j'ai des critiques à faire à l'égard de la psychologie, de tous ces trucs et j'ai des très bons amis qui sont formateurs en énéagramme, des trucs comme ça, quoi. Et je leur dis toujours, je ne peux pas parler d'énéagramme en particulier, mais je leur dis toujours, j'aime bien aussi l'astrologie, quoi. Pour une raison très simple, c'est que dans un monde justement scientifique, tout est ramené à des lois générales de la matière, etc. Le vocabulaire de la caractérologie, le vocabulaire qui permet de dire des comportements, a disparu. On ne sait plus trouver les mots pour dire ce que l'on est, son tempérament, son caractère, et au moins, si vous voulez, l'horoscope, le thème astral, disons, on va parler d'horoscope, le thème astral vous donne un vocabulaire du caractère. Et déjà, c'est déjà précieux. Et c'est ça ce que je veux dire. Enfin, vous voyez, on est arrivé à un tel point que j'ai des ambitions très modestes. Hein. Mais voilà, et les diagrammes, et l'histoire des tempéraments, et les deux exposants de comment ça s'appelle, comment s'appelle ce truc là pour faire les genres de compétences, les profils, les types, etc. Puisqu'à chaque fois c'est des possibilités à double, soit on est ceci, soit on est cela, il y a trois types de trucs, je crois, enfin, 2 exposants, 3 je crois, c'est ça. 2 exposants 4. Donc c'est une logique binaire exponentialisée, vous voyez, pour essayer de vous catégoriser. Bon, voilà, mais au moins, ça permet de trouver le vocabulaire. Maintenant, je crois que les grands romans, Tolstoï, Dostoïevski, Faulkner, Balzac, Volker-Percy, en fait, vous donnent un plus grand sens à la fois de ce que vous êtes, de la diversité du réel, de la diversité des caractères, de la condition aussi changeante de l'homme que ces catégorisations-là. Voilà. Mais c'est la perte de la grande littérature, c'est lié encore à quelque chose qui est une manière de catégoriser l'aventure humaine, vous voyez, pour la faire entrer dans des logiques de performance et voilà. C'est pour ça que j'ai des réticences. Mais vous savez, je prends tout ce qui contient de l'intelligence, et il y a des compétences que je n'ai absolument pas, et je reconnais, moi j'en vois, j'ai un psychologue à la propose, avec les jeunes qui arrivent, je suis obligé d'avoir aussi cette compétence-là. Et je suis très ennemi du spiritualisme, des gens qui disent, oui, tu vas faire de l'adoration eucharistique et tous tes problèmes vont être résolus. Moi j'ai donné des prêtres qui étaient dépressifs, gravement dépressifs, est-ce qu'on devait avoir un soupçon du fait qu'ils n'étaient pas au point dans leur vie spirituelle, enfin, c'est pas ça. Donc il y a des choses, voilà, et donc voilà, je veux pas rentrer dans des je crois que il faut, on est dans une tâche d'intelligence et de recomposition, disons, voilà, différentes. On a besoin de tout le monde, là. Merci beaucoup. Merci. Un très grand plaisir de vous écouter, d'abord, ce qui est déjà une chose essentielle, et puis vous êtes à la fois, je trouve, dans un équilibre qui rejoint votre souci d'incarnation, à la fois dans un équilibre de vos propositions, de vos analyses, et moi je suis très frappée de la qualité des différentes orientations que vous donnez, parce que on sent que c'est habité
à la fois d'une vraie quête personnelle et puis de beaucoup de ressources auxquelles finalement nous pouvons recourir. Je trouve que ça donne courage aussi dans nos propres recherches pédagogiques, d'enseignants, d'humains tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement constructif de vous écouter, en plus de la joie de lire vos analyses et vos manières d'écrire, donc en plus de ça. Donc je souhaite vraiment beaucoup de fécondité à votre institut et à votre travail, qui est vraiment, me semble-t-il, a le souci de toute la personne et dans son environnement, et à vous également. Merci beaucoup. Et bonne soirée.